plaisir d'accueillir Margot, donc Coquelin, qui est jeune docteur de l'université pour une thèse sur Jacques Roubaud et qui va nous parler de l'intermédialité chez Jacques Jouet maintenant essentiellement, tu le disais tout à l'heure, voilà, moins Frédéric Fortet finalement. Ou pas. Frédéric Fortet, il y a tellement à dire qu'on se le garde pour une prochaine fois. Et donc, effectivement, la demande, c'était vraiment lié à la thèse, parce que la thèse de Margot pose des enjeux qui nous intéressent pour cette journée-là. Et puis, Jacques Jouet aurait dû être invité mardi, mais donc, étant donné la manifestation, les grèves, on a reporté. Donc, Jacques Jouet sera présent le 30 mars. Donc, ça ne sera pas un dialogue en direct, mais ça sera un dialogue à distance, temporel et spatial. Voilà. Je lance le chrono. Je voudrais commencer par remercier Stéphane et Mathilde pour l'organisation de cette journée, remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille et les auteurs-autrices qu'on a pu entendre tout au long de cette semaine passionnante. Alors effectivement, ce sera parler d'images absentes au sujet d'un poète lui-même absent. Donc j'espère qu'on aura l'occasion, n'est-ce pas Ilona, de poursuivre cette discussion sur le médium à l'occasion de la venue de Jacques Jouet le 30 mars. Je voudrais proposer ici plutôt, j'espère que vous excuserez le côté chantier de mon travail, je voudrais plutôt présenter ce que Barthes appelait des idées de recherche, essayer de dégager, c'était déjà présent dans ma thèse, mais je voudrais élargir, et notamment avec l'écriture oulipienne, plus généralement les questions d'une critique intermédiaire appliquée à la poésie contemporaine. Interroger, et c'est ce que je vais faire là avec Jacques Jouet, les modes d'intégration d'autres médiums, notamment à travers donc, ce que j'avais étudié, la disposition dans l'espace graphique, les questions d'énonciation éditoriale, mais aussi à travers l'intégration de la peinture ou de la musique dans des protocoles d'écriture oulipienne. Et j'aimerais me demander plus généralement, question qui était déjà présente dans ma thèse aussi, dans quelle mesure cette dimension intersémiotique, intermédiale, on en reparlera la semaine prochaine, participe d'une réflexion plus large sur les possibles de la poésie dans le champ contemporain. Alors Jacques Jouet, pour le présenter rapidement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un auteur oulipien polygraphe, donc à la fois romancier, poète, dramaturge également, qui a aussi participé, je vous le montrerai, à des installations dans l'espace contemporain et qui est très impliqué dans l'idée d'écrire sur le terrain, notamment à travers le protocole des poèmes de métro. C'est une œuvre qui est extrêmement prolifique. Alors après une thèse sur l'ensemble de l'œuvre de Roubaud, je pensais qu'on ne pouvait pas faire pire. Et en fait, voilà, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est monstrueux. Pourquoi ? Parce que Jacques Jouet, depuis le 1er avril 1992, s'est fait une espèce de poisson d'avril à lui-même qui était d'écrire un poème par jour, qui doit être écrit entre minuit et 23h59. Et après 23h59, on ne le retouche plus. Donc ça va complètement changer la question du rapport entre quantité et qualité, valeur de l'œuvre littéraire, puisqu'on ne retouche plus le poème passé 23h59. Et donc c'est une écriture de la quotidienneté qui va s'apparenter à certains égards au journal, et puis un principe de prolifération qui va passer notamment par la confiscation, l'emprunt de catégories picturales comme mode d'engendrement du texte littéraire. Alors le volume de la licorne consacré à Jacques Jouet, qui a été co-dirigé par Dominique Monconduit, consacrait déjà une partie à l'attention à l'image. Alors c'est là que je me suis dit, ça y est, j'arrive dans un terrain qui est déjà bien balisé en fait. Et puis en fait, là je lance ça et puis c'est pour vous les étudiants. Il y aurait une thèse à faire sur Jacques Jouet et l'intermédialité, ce ne sera pas moi du coup. Donc il s'est consacré à pas mal d'ouvrages se confrontant à la peinture, à la photographie, mais aussi à travers la littérature jeunesse. Et on trouve un autre mode de confrontation au médium dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui est aussi extrêmement intéressant, c'est la question du roman feuilleton avec la République de Mécouille que vous pourrez acheter à la sortie. Donc Mécouille étant un personnage qui, sur une aire d'autoroute, décide de créer sa propre république et il va lui arriver tout un tas d'aventures. Donc il y a un côté roman feuilleton
qui se déploie là encore avec l'idée qu'il y a Yann Mon, qui est un de ses héritiers, donc continuera les aventures de Mécouille après la mort de Jacques Jouet. Et donc ce roman feuilleton s'est accommodé de la diffusion Internet via le site POL, donc c'est un des autres modes de confrontation au médium comme mode d'engendrement. Alors, le constat de départ, c'est que Jacques Jouet instaure une sorte de régime intermédiaire un peu généralisé et qui va aussi devenir le creuset d'une pratique réflexive, donc interroger le corps visible de la peinture, qui va devenir aussi un mode d'interrogation sur le corps visible du poème. Et c'était une citation de Tortel aussi que j'avais pris en deuxième titre, donc si le travail futur de l'écriture justifie le travail des yeux. Et justement, qu'est-ce que c'est que ce travail des yeux ? Donc une écriture qui se pense à partir de l'image, à partir des images parfois, de plusieurs images, pour interroger le corps visible du texte. Alors je voudrais regarder deux choses, enfin trois choses en réalité, mais il y en a deux qui sont vraiment centrales à mon avis. C'est comment Jacques Jouet va emprunter des catégories picturales, notamment la nature morte, la peinture de paysage, la peinture d'histoire, pour en faire la matrice de création d'une forme ou d'un protocole. Je parle plus de protocole que de contrainte parce que chez Jacques Jouet, on est plutôt de l'ordre de la contrainte procédurale, donc raison pour laquelle je parlerai plutôt de protocole. Comment il va intégrer des images absentes pour, et je reprendrai l'expression de Liliane Louvel, prendre langue avec l'image et faire de la référence à l'image fixe ce lieu justement d'une interrogation sur les possibles de la poésie. Et puis, j'aurais peut-être moins le temps, mais voir comment, les échos que peuvent engager certains de ces protocoles avec l'art conceptuel, avec la question de l'installation, etc. Alors, dans un premier temps, je voudrais regarder un peu dans l'atelier de ce que c'est un poète-peintre, comment Jacques Jouet va braconner des catégories picturales. Peut-être commencer par présenter, grosse pensée pour les étudiants de l'IMES qui sont présents dans la salle, le projet de Navet-Linge, Œil de Vieux, titre un peu bizarre s'il en est, qui est le début de son protocole d'écriture quotidienne de poèmes et qui parle de l'installation d'une scène d'écriture composée d'un navet, le légume, pas le nanar au cinéma, d'un linge, c'est-à-dire un torchon jaune emprunté, hérité de sa mère, et un œil de vieux qui est un instrument d'optique qui permet au peintre de décomposer une scène en petits carrés. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a toujours une référence métatextuelle au cadre, etc. Saturer les cadres de l'écriture qui sont aussi les cadres de la peinture. Donc voilà, et donc on va avoir une écriture quotidienne autour de cette scène un peu étrange. Le navet va devenir le lieu de l'enregistrement du temps qui passe, parce qu'un navet, ça pourrit, donc ça fait des taches sur la toile. Puis la toile, bien sûr, va devenir l'objet de mise en abîme, de la surface d'écriture, mais aussi de la toile du peintre. Répondant à un entretien donc, sur cette question de l'activité picturale et de l'activité poétique, Jacques Jouet disait « Dans mon activité de poésie quotidienne, je veux voler au peintre la nature morte, le paysage, le portrait, éventuellement le nu ou la peinture d'histoire. C'est un projet d'aller sur un terrain qui est celui des peintres ou des photographes éventuellement. » Donc en fait, Jacques Jouet applique des catégories de l'histoire de l'art pour penser l'engendrement du poème. Et on a là ce que Daniel Bergès nomme les lieux communs de la littérature et de la peinture. Et on va voir que notamment la nature morte, c'est vraiment un des lieux communs à la littérature et à la peinture. Donc quelle mise en œuvre de ces catégories de la peinture et quel transfert de catégories, pour revenir à nos questions intermédiaires, quel transfert de catégories d'un art à l'autre. Alors, le premier point, donc, c'est cette idée d'emprunter le genre de la nature morte dans Navet-Linge, Œil de Vieux. Donc, je vous ai mis une petite photo d'un œil de vieux tel qu'il était avant. Et puis, il se trouve que ma famille travaille dans le milieu des beaux-arts, donc je vous ai mis un œil de vieux tel qu'on en commercialise maintenant. Et là, on est vraiment sur un côté cadre, etc. Décomposer la scène pour en faire une peinture.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jacques Jouet mentionne beaucoup de peintres à l'appui de son travail. Chardin, Cézanne, Morandi, Louis Fernandez. Il en mentionne une cinquantaine en tout, qu'il va placer en rapport étroit avec son activité d'écriture qui est, comme je vous l'ai dit, axée sur la microscène qu'il contemple quotidiennement, ce navet en train de pourrir, qu'il va falloir changer, le remplacer, etc. Et ces noms propres de peintres vont avoir une fonction déictique évidente, donner un indice de picturalité pour orienter la scène. Le linge va devenir feuille, cadre, scène de théâtre aussi, dans l'exemple que je vous ai mis du 14 avril 1992. Le poète va décrire véritablement une nature morte, minuscule et dérisoire, je cite. Le dispositif présente d'une certaine manière aussi des affinités avec le genre des vanités. En tout cas, c'est ce que j'avais dit au Limès, et en fait, Jacques Jouet me contredit. Donc, pardon, oubliez ce que je vous ai dit en novembre. Pas une vanité parce que l'esprit de la vanité pue le blasement. J'adore cette formule. Pas une vanité parce que navet linge, œil de vieux, est dans le temps qu'il accepte et n'annule pas. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être se dire qu'on quitte le côté, enfin, récuser le fonctionnement symbolique de la nature morte, même si en même temps il y a l'idée d'enregistrer le temps et que l'écriture développerait des moyens propres qui seraient distincts d'un discours métaphysique en tout cas. Mais ce qui est clair avec Navet-Linge, œil de vieux, autour de cette nature morte et de la vanité, il y a l'idée de la microscène domestique, les légumes qu'on a dans son panier, de la map, etc. Et puis cette ambition un peu démesurée à travers l'écriture quotidienne, de dire le temps et de dire l'espace à travers la microscène qu'il décrit. Alors, deuxième catégorie qu'il emprunte, c'est la peinture de paysage, bien sûr, avec la contrainte des monostiques paysagers. Un monostique paysager, bon là c'est pour ceux que j'ai eu en atelier avec qui on a fait des monostiques paysagers sur le campus. Un monostique paysager, c'est un poème, donc un monostique, un seul vers, composé de 40 à 50 syllabes, en tout cas plus de 20 mots, et il est censé être lu à haute voix en balayant l'auditoire du regard de gauche à droite. Donc il y a un côté figuratif et accompagné une structure optique et une structure d'horizon propre au... Et Dominique Monconduit dit souvent qu'en fait c'est une manière... alors je vais vous en lire un. Et puis, quand je regarde le paysage, je suis tout au plus un paysagiste qui est vu dans le paysage d'un autre paysagiste éventuellement. Donc il y a une manière de lire le monostique qui est mimétique de sa forme, mais qui est mimétique de la structure d'horizon qu'elle convoque. Et puis donc, j'en reviens à ce que disait Dominique Monconduit, c'est qu'il y a un moment, c'est vous, les spectateurs, quand je lis le monostique et que je vous regarde, qui devenez le paysage potentiel. Donc il y a une manière aussi de renverser ce rapport au lectorat et à l'auditeur. Je vais un petit peu plus vite pour les autres catégories, parce que ça a déjà été traité par la critique, mais cette catégorie un peu paradoxale du poème portrait, qui va devenir des portraits de groupe dans cantates de proximité. J'y reviens pas parce que Stine Jurgensen en a parlé il y a 2 semaines en séminaire au labo. Et puis la question du poème d'histoire, donc là où Jacques Jouet va se déporter sur le terrain de la peinture d'histoire. Alors on l'a déjà en germe dans Cantate de proximité qui se termine par un poème dont les collègues en ont déjà pas mal entendu parler, L'enterrement à Ornans, donc qui bien sûr fait penser à Courbet. Le Courbet de l'enterrement à Ornans qui utilise le format de la peinture d'histoire pour montrer l'enterrement un petit peu de n'importe qui, donc cet événement, ce coup de force dans l'histoire de la peinture. Et puis, bien sûr, le Courbet de l'origine du monde, qui est mentionné, c'est l'ultime vers, la chute de ce poème. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, dans cette idée de piquer des catégories picturales, le côté, une ambition un peu totalisante qui est très présente dans l'argument sur le site POL concernant le poème d'histoire, constituer donc, je cite, une histoire fragmentaire et portative de la poésie. Et là, il y a une allusion bien sûr à Queneau, à la petite cosmogonie portative, un très beau livre, en alexandrin. Et donc l'idée d'une espèce de totalisation des savoirs du monde autour... j'ai 2 fois la même page, on va y arriver, autour de... Voilà, ça y est.
Alors j'en viens à une catégorie qui est plus récente et qui a moins été abordée par la critique, c'est le poème un peu bizarre, le poème nu de dos. Qu'est-ce que serait déjà un poème de nu et encore plus un poème nu de dos? Alors c'est un recueil qui a été publié en 2018-2019, Ilona 19, merci, donc, que vous pourrez acheter à la sortie et qui part d'une gravure sur bois que je vous montrerai juste après de Paul Gauguin, Manao tout Papao. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire elle pense au revenant, le revenant pense à elle. Donc c'est une construction syntaxique qui est un petit peu déjà réflexive. Et Gauguin raconte dans un manuscrit qu'il est rentré dans sa maison à Tahiti à 1h du matin et il trouve son ami couché, terrifié par un fétiche, donc une espèce de figure d'ancêtre qui revient, donc de fantôme. Et Jacques Jouet, donc, dans son protocole d'écriture quotidienne, à partir des années 2000, se balade constamment donc, avec la gravure que vous avez à gauche. La gravure, donc, qui est une gravure sur bois. Donc il s'appuie sur une reproduction. En termes de médium, c'est intéressant aussi, cette image portable qu'on a avec soi. Différence entre les deux images, parce que les deux renvoient à ce Manao tout Papao. Il y en a une qui est plus une scène de nu érotique. Alors Gauguin dit qu'il est dans une situation de désir sexuel quand il rentre et qu'il trouve sa maîtresse avec ce fétiche là qu'on voit derrière et qu'il regarde d'un peu menaçant. Et l'autre, il y a un côté... Jacques Jouet dit elle est en PLS, moi je dirais peut-être en position fétale, il y a un peu des deux. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, à partir de cette multiplicité d'images qui vont constituer la matrice d'engendrement du texte, va y avoir une manière de broder sur le motif, j'y reviendrai, du dos. Alors ça peut être la radio de dos quand on a mal au dos, donc il parle beaucoup de sa sciatique. Je me reconnaissais un peu là-dedans. Et puis l'auberge du cul tourné, c'est-à-dire quand on est fâché avec la personne qu'on aime et que on se tourne le dos dans le lit, etc. Donc c'est aussi partir de la multiplicité d'images pour engendrer du texte à partir d'un motif qui est intéressant dans cette question du nu de dos. Et puis cette question paradoxale du portrait de dos en poème va donner lieu aussi à une réflexion sur le support. Donc le poème du 29 mai, il suffira de retourner le papier et regarder en transparence. Et puis une manière aussi de thématiser la question du miroir. Alors je reviens un peu, ce qui m'occupera dans la deuxième partie, sur... tous ces motifs qui vont devenir des indices de picturalité dans le texte. Et alors là, le miroir, on est à fond dedans. Il y a un côté, le poème miroir du texte, qui est lui-même miroir d'une autre image. Non, le poème miroir de l'image, etc. Donc il y a un jeu de spécularité qui s'installe et qui est aussi un lieu de réflexivité des possibles de la poésie. Donc transposer le portrait de dos au poème va permettre d'inscrire par ce genre pictural une sorte de programme métatextuel lié à l'observation et lié à une forme d'assesse du regard qui est très présent chez Jacques Jouet dans ce côté écriture quotidienne. Alors dans un deuxième temps, je voudrais interroger comment prendre langue avec l'image, donc toutes les manières qu'a le poème d'insérer de l'image en texte et quels effets ça peut avoir sur le texte. Quel fonctionnement de l'image sollicitée par le texte. Et on va voir que quand la poésie veut faire œuvre de peinture, et là je cite Liliane Louvel, à laquelle j'emprunte les différentes catégories, il s'agit de questionner conjointement le pouvoir de l'image et le pouvoir spécifique du langage. Et donc j'observerai successivement les cas de référence implicites et les cas de référence explicites. Donc le premier point, c'est l'idée d'emprunt structurel. Mince, j'ai un espace insécable qui s'est transformé en espace pas insécable. Ne regardez pas les erreurs typographiques. Donc, dans Navelin, Joyeux de Vieux, il y a une manière de saturer les cadres de l'écriture. Donc, je vous ai dit, la toile, le torchon de sa mère, c'est déjà une toile, c'est déjà un cadre.
Regardez les tableaux qui sont au mur, rectangles où se concentrent des intentions, des savoirs, des débordements. Une invitation à s'appuyer sur des rectangles, donc manière d'inscrire le pictural et de créer un effet de vision picturale. Donc pour ça, Liliane Louvel propose de regarder tous ces opérateurs de cadrage, l'intégration du lexique pictural, les déictiques, donc ça c'est pour Julien, tous les indices textuels qui permettent de donner l'impression de décrire un tableau. Et il y a donc une réflexion sur les cadres de l'écriture et tout ce qui fait effet cadre. Le cadre étant à la fois ce qui entoure l'image et en même temps qui la fait ressortir. Donc le poème du 22 septembre 1992 à Lisbonne. Si le carreau est à lui seul un motif, ses bords sont les bords du motif. Si les carreaux font une trame aux jointures visibles mais destinées à s'oublier dans le dessin qui le traverse, le dessin franchit les bords et s'affranchit de l'orthogonalité. Dans le vers, on voit le joint de la trame et la phrase « franchit le bord », soit les vers, etc. etc. Moi, ce qui m'a intéressé, je me suis demandé ce que c'était les bords du vers dans ma thèse. Donc, bien sûr, la question du blanc, de la qualification graphique du vers. Et c'est intéressant que ce soit la réflexion sur le carreau, le cadrage, la trame, qui amène cette réflexion qui est vraiment sur l'inscription graphique du vers et les bords du poème. Donc on retrouve ça dans Poétique remarque de Jacques Roubaud, cette question des bords du poème. Et en fait, il y a une allusion, j'ai chanté une partie de la citation, mais il y a une allusion en fait à la chapelle Matisse à Vence. Matisse est quand même une référence omniprésente dans l'univers pictural de Jacques Jouet. Pourquoi je montre ça? Parce que vous voyez qu'il y a des carreaux, mais en même temps que les corps qui sont dessinés dépassent les carreaux. Donc il y a un jeu entre la trame, les joints et le dessin qui ressort malgré tout. Donc la référence au cadre va créer des effets de cadrage formel pour faire en sorte que l'objet soit vu comme tableau. C'est très présent dans la navet linge œil de vieux, où la scène avec le navet, l'instrument d'optique sur ce torchon est vraiment inscrite comme image et vue comme tableau. Il y a une allusion bien sûr aux effets de mi-cadre chez Matisse, où seule une partie du cadre est suggérée et va jouer un peu sur le côté coupure. Alors il y avait autre chose que je voulais vous montrer, mais je passe vite. Une autre modalité qui n'est pas très présente chez Jacques Jouet en réalité, même s'il la thématise, c'est la question. Liliane Louvel invite pour regarder les effets d'emprunt indirect à l'image graphique du poème. Donc là, je reviens vraiment sur mon fond de commerce, pardon. C'est quand même évoqué dans ce poème du 17 juin 1992, où il évoque notamment Mallarmé, la question des blancs entre les strophes. Là, pareil, coucou les étudiants, je vous ai bien saoulé avec ça. La question de mettre du blanc entre les étages, comme si c'était un étage de mettre de l'air, quoi. Donc il y a cette idée-là, même si Jacques Jouet n'est pas celui qui va le plus loin parmi les oulipiens dans la question de l'image graphique du texte. En tout cas, c'est une des modalités de présence du pictural qu'il va thématiser assez fréquemment dans son œuvre. Voilà, donc ça c'était pour les modes d'emprunt indirects, donc la transposition picturale à travers les cadres, les bords du poème et l'image graphique du texte, même si c'est nettement plus évident, enfin ça saute beaucoup plus à la figure chez Frédéric Fortet. Deuxième point, peut-être l'emprunt direct, donc là quand il y a citation ou allusion picturale directe. Alors c'est un poème adressé, je sais que dans le concours La Bruit de Langue, il y avait l'idée d'écrire des poèmes adressés. Donc Jacques Jouet à un moment se dit pour écrire des poèmes tous les jours, il va falloir que je les envoie à quelqu'un. Donc il y a ce projet, là encore un projet complètement délirant, du projet poétique perpétuel, où l'idée est d'envoyer un poème par jour à chaque habitant de la Terre. Alors on va faire des opérations, on va faire tel département, telle ville d'Afrique, etc. Bon, je sais qu'il y en a eu un à Poitiers il y a quelques années. Et donc des poèmes adressés à quelqu'un, qui renoue la question de l'adresse lyrique en réalité. Et donc là, c'est un poème adressé qui évoque à la personne, je ne sais plus qui c'est, la gravure qu'il a constamment sous les yeux
en composant Do, ça y est, j'ai perdu, j'en mêle les termes, Do, pensée, poème, revenant. Il y a une gravure de Paul Gauguin dont le thème se décline en plusieurs images, c'est ça qui m'intéresse. Manao Tupapao, c'est le titre. Une femme est traversée par la queue de vie du revenant et l'antenne de mort de l'absent. L'étincelle est en elle. Donc là, il y a un côté travailler à partir d'une suite d'images. Donc j'ai dit tout à l'heure, donc je ne reviens pas trop là-dessus, mais le rapport entre thème et variation. Et la multiplicité des images qui va s'accompagner d'une séquentialité dans l'écriture, multiplicité de poèmes, voilà. Et puis, la dimension matérielle, quoi. Garder une image sous les yeux pour composer. Voilà. Alors, dernière question. Et puis, tant pis, je vais chanter la troisième partie, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que l'image fait au poème ? C'est la question du rapport infini entre écriture et peinture dont parle Michel Foucault dans Les mots et les choses. L'image va créer un effet de contretemps, de ralentissement. C'est de nouveau thématisé beaucoup dans Navet linge à œil de vieux. Ralentir, cher Navet, ne vaut qu'en regard de sa sœur la vitesse. Le protocole d'écriture quotidienne implique aussi une certaine lenteur. Et puis il y a la question, alors ça c'est approfondi dans le tiers pictural de Liliane Louvel, l'idée d'une, si on parle de transfert, de transaction, il y aurait le côté opération de change et elle réfléchit vraiment en qu'est-ce qu'on va gagner quoi, dans ce transfert de catégories picturales ou transfert d'images absentes, présentes en filigrane dans le texte. Il y a clairement une productivité de la conversion que je proposerais bien sûr de penser en termes oulipiens de potentialité, dans le sens où des œuvres comme Navet linge œil de vieux ou même plus récemment Do, pensée, poème revenant devient la matrice de formes potentielles. On trouve les premiers poèmes de métro, donc protocole de composition dans le métro, où Jacques Jouet compose entre deux stations. Et la toute première occurrence de proto-poème de métro, où il dit « je compose mentalement entre deux stations », c'est dans Navet linge œil de vieux. On a aussi les premiers monostiques, on a les premières redondes, les premières terrines. Donc ça va être vraiment le lieu, le creuset d'une pratique réflexive, comment interroger les potentialités et les possibles de la poésie à partir de l'image et à partir de l'image qu'il construit aussi, la micro-scène d'écriture que j'ai décrite. Le pictural va enfin devenir le lieu d'une interrogation métapoétique qu'on va retrouver dans Do, pensée, poème revenant. Je cite « Le vers ne sait pas se replier en chien de fusil ». Donc là, c'est l'allusion à la gravure où la muse est en PLS. Ce n'est que le sens qui ondule, saute des haies et revient sur ses pas, déjà beau. Donc il y a une allusion au boustrophédon et puis peut-être à l'étymologie du vers, donc ce qui revient sur lui-même. Mais le vers, lui, ne sait pas se replier. Donc la ligne d'écriture, on en parlait ce matin. Et puis l'image va devenir voilà, ce lieu d'une pratique réflexive sur le vers, la qualification du vers et les modes d'engendrement de formes sans cesse renouvelées. Alors, je vais conclure. J'avais prévu de parler des échos avec l'art conceptuel. On pourrait se poser la question du rapport au ready-made. Je pense au projet des poèmes plantés là, que Jacques Jouet avait présenté pour la première fois. L'idée, c'est de planter des arbres le long d'une route sur la N6. Et les poèmes plantés, en fait, moi je me disais, alors c'est cool, il va y avoir des panneaux avec des poèmes sur le long de la route, mais comment on fait pour lire ? Non, en fait, c'est des arbres. Mais les arbres sont des poèmes. Si vous plantez 2 fruitiers à côté, par exemple 2 chênes, ça va faire une rime plate. Si vous faites chêne, sapin, sapin, chêne, ça devient une rime embrassée. Donc là, il y a un écho au ready-made, c'est-à-dire l'œuvre qui devient œuvre d'art par le fait que je la déclare comme œuvre d'art. Et là, je déclare que cet arbre est un poème ou une rime. Donc voilà, donc c'est le premier point. Le rapport à l'installation aussi, qu'on aurait peut-être pu gloser davantage. Jacques Jouet a participé à de nombreuses installations et il désigne véritablement la scène d'écriture comme le lieu d'une installation du monde, une espèce de microcosme qui fait écho au macrocosme. Bon, ça aussi, c'est très présent chez Jacques Roubaud également, l'idée du poème comme installation de mots qui laisse sa part au blanc, à la disposition graphique, etc. Et puis le dernier écho à l'art conceptuel, c'est le rapport à Opalka, avec la série de détails où en fait, Opalka s'est mis à écrire des nombres de manière un peu répétitive chaque jour de sa vie.
en mettant de plus en plus de blanc dans le noir. Et à la fin de sa vie, on arrivait à des œuvres qui, paradoxalement, étaient complètement blanches. Pardon ? Oui, les nombres de pi, oui, tout à fait. Et donc, je me dis que dans le côté protocole d'écriture quotidienne, un peu cette ascèse de la répétition, il y a une dimension qui est une ambition commune de donner forme au temps et d'accompagner la marche de la vie humaine par une création s'ancrant dans la quotidienneté. Voilà, donc je termine rapidement. Je rappelle juste 3 types d'emprunts que j'ai relevés. L'emprunt formel, l'emprunt structurel, donc les allusions au cadre, à la description interpicturale, et puis la manière dont Jacques Jouet va utiliser le pictural comme matrice de protocole, de forme potentielle. Et une autre dimension que je voulais creuser avec vous aujourd'hui et que je laisse comme ça, et puis on verra ce qu'on en fait, c'est dire ouf, enfin, et toute l'œuvre de Frédéric Fortet, en fait, qui est absolument fascinante sur cette question intersémiotique, intermédiale, puisqu'il compose en écoutant de la musique et il compose aussi parfois au musée en regardant des œuvres. Donc là, on est à fond dedans. Et là, en fait, c'est des paroles de chansons du groupe de rock Dear Hoof. Et le recueil est conçu comme une partition, un album d'images. Et on voit que le fait, bon, c'est bien, ça y est, ça fait une demi-heure, donc je m'arrête là-dessus. Le fait d'intégrer une dimension intersémiotique, c'est-à-dire de la musique, invite à la suspension des énoncés par le blanc dans l'espace de la page, et puis une suspension qui est renforcée par ces points de suspension. Donc on en revient, Olivier Rosenthal, au point de suspension. Donc voilà, l'ancrage graphique de cette dimension intersémiotique qui est évidente chez Frédéric Fortet et que j'aimerais creuser. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Margot, et pour l'accélération. Alors, je ne sais pas, tu citais Opalka, et chez Opalka, c'est quand même l'obsession de la disparition. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'y compris donc jusqu'à sa mort, hein, sa tombe, donc lui, il allait du noir vers le blanc, oui. Et la tombe, c'est l'inverse, hein, c'est le blanc vers le noir. C'est une pierre blanche, très blanche. Ah, je savais pas, ça, c'est génial. Oui, et lui, il a pensé toute cette temporalité sur le noir et le blanc. Alors, je ne sais pas si cette notion de disparition, elle est aussi... ou ne pas disparaître, je sais pas, ça peut être plutôt ne pas disparaître. Alors moi, je l'avais étudié plutôt chez Jacques Roubaud, où la question de la marche au temps, la marche au blanc est assez évidente. Il est complètement fasciné par le côté... on a une œuvre blanc sur blanc. Vous savez, c'est un peu comme dans Art de Yasmina Reza. On a mis à acheter un tableau blanc. Je ne sais pas si c'est présent, cette question de la marche vers la disparition. Chez Roubaud, c'est clair. Chez Jacques Jouet, peut-être un peu moins, mais en même temps, le protocole d'écriture quotidienne indique l'espèce d'entrelacement qu'il y a avec l'épaisseur de la vie humaine, et ça va s'arrêter, et on va tous mourir. Mais... y a autre chose, c'est que les protocoles mis en place par Jacques Jouet dépassent souvent le cadre de la temporalité limitée d'une seule vie. Dans ce sens que je parlais du projet poétique planétaire, il a déjà désigné des ayants droit qui vont devoir continuer derrière lui, parce que, on n'y arrivera jamais, hein. C'est comme les 100 000 milliards de poèmes de Queneau, on aura beau être sur une île déserte, on n'aura jamais fini. Je parlais de la République de mes couilles. Quand il meurt, c'est Frédéric Fortet et Yann Monck qui prennent le relais. Donc il y a toujours cette dimension de prendre en compte l'épaisseur et la marche du temps, et en même temps tâcher par l'engendrement de protocoles de la dépasser, de la transcender. Si vous avez des questions. Bon, ça a été pas abordé, peut-être ça ne rentre pas dans l'intermédialité, hein, mais si la langue est un médium, donc de passer d'une langue à l'autre, comme je viens d'apprendre en fait dans le programme que Jacques Jouet n'écrit plus qu'en allemand. Oui. Alors il s'est refait un poisson avril cette année. C'est un poisson avril. Ouais, il a décidé que il avait. Alors c'est déjà présent.
Ilona, c'était quoi le titre du livre Poème avec partenaire, non, qui est à la librairie. Je fais de la pub en même temps pour la librairie, vous avez vu. Il y a clairement un protocole d'écriture de Redonde, donc ça on l'a peut-être fait en atelier avec les LEC au premier semestre, où les mots rimes sont des mots rimes demandés à des amis poètes ou des amis qui écrivent et parlent dans une autre langue. Donc il y a déjà l'inscription de ce côté passer d'une langue à l'autre. Et depuis donc, le 1er avril de 2022, je crois, il n'écrit plus qu'en allemand. Et donc je parlais de l'écriture du projet poétique planétaire. Il envoie des poèmes en allemand. Alors, moi, j'ai eu la chance d'en recevoir un. Candice, je ne sais pas si vous l'avez eu finalement. Du coup, c'était... tu prends ton dictionnaire et puis tu essayes de traduire en même temps. Et il l'assume clairement. Les gens qui m'aiment et me lisent devront apprendre l'allemand. Enfin, il le dit dans un entretien. Donc, on va se remettre à l'allemand, n'est-ce pas? Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est habiter une langue? Je pense que c'est présent aussi dans sa démarche. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Hein. Non, ça va? J'étais un peu vite, hein, pardon. Voilà, donc c'est plutôt un programme pour la suite qu'autre chose et je vous remercie. Je ne veux pas forcément prendre la parole tout le temps. Hein. Olivia et Katie, donc c'est à vous. Je ne sais pas si tu vas tout de suite... Alors l'idée, c'est Katie a proposé, donc, qui est metteuse en scène, chercheuse, de réfléchir à sa propre démarche de recherche-création et de théoriser un peu. Enfin, tu vas nous dire ça exactement, des réflexions que tu avais. Et puis après, de créer le dialogue avec Olivia Rosenthal, notamment autour du commun des mortels et au travail que vous avez fait ensemble pour cette performance qui aurait lieu la semaine prochaine. Je me connecte à des petits trucs et je suis prête tout de suite. Ok, bon, je vais me mettre là. Je parle là-dedans, j'ai horreur de ça. Donc bonjour à tout le monde. Déjà merci beaucoup de l'invitation, je suis très très heureuse d'être là. Oui, d'autant plus heureuse que du coup ça m'a amenée à devoir questionner un peu ma pratique. Et on va parler aujourd'hui de publicisation de la recherche-création. C'est un sujet qui a émergé au cours de nombreuses discussions qu'on a pu avoir avec Stéphane. Et c'est vrai que je me suis dit que ça pouvait résonner avec vos propres travaux que j'ai pu observer depuis maintenant 3 ans que je connais Stéphane ici, puisque j'ai assisté à Bruit de langue, j'ai travaillé avec 2 étudiantes avec qui j'ai adoré travailler l'année dernière, j'ai assisté aux Monstrueuses, je crois que c'était il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et à chaque fois, j'ai été assez marquée par l'hybridité de ce qui était proposé, la multiplicité des formats. Et je pense qu'il y a vraiment des échos avec la recherche-création telle que je peux, moi, l'appréhender depuis une dizaine d'années. Donc voilà, on va en parler. Petite précision, moi je parle vraiment de l'endroit du théâtre. Donc c'est la recherche-création en théâtre. Elle n'est pas du tout... elle a avancé différemment en fonction que ce soit en littérature, en art plastique, etc. Donc voilà, moi je vais parler globalement de la recherche-création, mais avec ce prisme du théâtre. Et la deuxième chose, c'est de dire que je ne suis pas du tout spécialiste de la recherche-création au sens où ce n'est pas mon sujet de recherche. Donc je ne vais pas parler d'un point de vue extérieur et analytique de la recherche-création, mais vraiment de tous les questionnements que je peux avoir en étant
praticienne de recherche-création en théâtre de l'intérieur depuis voilà, une dizaine d'années. La première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est un terme que j'ai découvert, alors peut-être que c'est que moi, mais que j'ai découvert il y a à peu près 5 ans, qui est le terme publicisation, justement. Au début, je pensais que c'était une coquille et qu'il s'était trompé, que c'était publication, mais c'est publicisation. Parce qu'il y a 5 ans, je suis devenue directrice de la recherche au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et en devenant directrice de la recherche, j'ai intégré une université, qui est l'université Paris-Sens-et-Lettres. Et en intégrant cette université, je suis devenue membre d'un laboratoire de recherche qui s'appelle SACRE, donc Sciences, Arts, Création, Recherche, et qui a pour axe de recherche la publicisation. Et donc je me suis dit que j'allais démarrer par là, parce que pour moi, ça a été un peu une découverte, ce terme-là. Et je pense qu'il parle beaucoup de plein d'enjeux de recherche-création. Donc c'est pour ça que je suis allée sur le site de SACRE. Et voici, donc je vais vous le lire, juste parce que je pense que c'est tout petit, la définition de cet axe de recherche. SACRE écrit le deuxième axe. Le premier, c'était l'invention de nouvelles formes. Donc, le deuxième axe, je vais faire ça comme ça, entend explorer les modes de valorisation de ces productions, donc celle du premier axe, aussi diversifiées et à la mesure de la variété des publics qu'il convient de cibler, depuis les communautés de recherche expertes, les pairs, jusqu'au public large. Il faut pour cela inventer des modes de diffusion nouveaux ou, en dressant l'inventaire et en favorisant le développement de canaux de diffusion d'existence récentes et dont l'usage reste peu usité dans les laboratoires traditionnels, réfléchir autrement au rôle, ou aux rôles, au pluriel, que les publics, regardés en général comme passifs, simples récepteurs, peuvent jouer lors de la rencontre avec l'œuvre, des interacteurs, mais aussi pendant le processus de la recherche, par exemple testeurs et expérimentateurs de prototypes. Et moi, j'aime bien ce paragraphe, même s'il est assez dense et complexe, parce que pour moi, il est intéressant, si on parle de recherche-création, à 2 titres. Le premier, c'est parce qu'on y voit un des traits propres à la recherche-création, qui est que la recherche-création va sans cesse questionner qui elle est et comment elle fonctionne, et avoir ce retour sur elle-même, peut-être pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en tout cas en théâtre, elle est d'une existence récente. Elle a à peu près, le courant recherche-création en théâtre, il a à peu près 20 ans, même s'il y a toujours eu évidemment des artistes-chercheuses et chercheuses avant. Mais officiellement, on va dire, il existe depuis une 20aine d'années. Et la deuxième raison de cette caractéristique qui est que l'artiste-chercheur, l'artiste-chercheuse est tout le temps en doute, c'est peut-être parce que ça fait pleinement partie de son ADN, et ça, on y reviendra tout à l'heure, mais j'opte plutôt pour la deuxième option. Et la deuxième raison pour laquelle j'aime beaucoup cet axe de recherche que présente SACRE, c'est qu'on voit qu'en recherche-création, on ne va pas seulement parler de publication, comme on pourrait le faire pour la recherche traditionnelle. On ne va pas seulement parler de diffusion comme en création dite traditionnelle, mais on va publiciser. Donc publiciser, c'est rendre public, porter à la connaissance du public. Et on voit, ça montre l'emploi de ce terme, qu'on est vraiment en recherche-création dans une volonté et peut-être une nécessité à la fois de se distinguer de tous les formats de communication plus classiques et de repenser en permanence le rapport avec les publics. Et donc, voilà, si je résume, on pourrait dire que la publicisation en recherche-création, elle pourrait se définir comme d'abord une attention portée à l'élargissement des publics pour rendre une recherche accessible plus largement qu'à la seule communauté des experts du sujet, et une transformation de la nature de l'interaction entre le public et les œuvres. Et c'est déjà, je trouve, que ce qu'on entendait tout à l'heure avec ces envois, etc. Donc voilà, pour éclairer cette définition, je vais partir de 2 exemples que je prends à des camarades de travail qui sont 2 artistes chercheurs et chercheuses avec qui je travaille, puisque moi j'ai fait mon doctorat sur la présence des interprètes en scène et la pédagogie du jeu. Et donc je collabore régulièrement avec d'autres personnes qui cherchent sur le jeu de l'acteur et de l'actrice. Et donc c'est Juliette Darmon-Marceau, qui est artiste associée au CDN de Poitiers avec moi, donc, que vous connaissez peut-être, et Geoffrey Rouge-Carassa, avec qui on a mené et on continue de mener des laboratoires de recherche sur le jeu.
Et il leur est arrivé des petits trucs qui m'intéressent. Juliette Darmon-Marceau, elle vient de boucler son Master 2 à la Manufacture, à Lausanne, qui est une grande école de théâtre en Suisse. Et elle travaille sur l'absence, le trou, la faille, qui, d'après elle, et je suis d'accord avec elle, crée en scène pour l'interprète des états de présence très singuliers. Et donc, elle fait des recherches là-dessus. Elle a mis en place des protocoles de travail pour les interprètes. Ou, par exemple, elle aurait fait des trucs très bizarres où elle leur demande, par exemple, pendant 20 minutes, ils apprennent un texte très compliqué, seuls de leur côté. Et ensuite, ils passent devant tout le monde et ils doivent, sans le texte, et ils doivent reproduire ce texte. Sauf que, évidemment, à de rares exceptions près, ils ont des trous. Et en fait, elle leur demande... Oui, je parle pas... Elle leur demande de, au lieu de faire ce que fait forcément un acteur ou une actrice qui va être d'improviser, elle leur demande d'accepter le trou. Et donc d'accepter de plonger dans l'abîme du trou. Et donc, c'est vrai. Et donc, du coup, ils ont 3 options. Donc, soit ils attendent. Donc, on a des interprètes qui attendent comme ça. Et voilà. Soit ils peuvent répéter les rares bribes dont ils se souvenaient. Soit, au bout d'un certain temps, ils ont le droit de passer à la suite. Et en fait, donc ça, moi, je trouve ça absolument passionnant. Mais ce qu'elle a fait, et dans ce qu'elle raconte, c'est que dans son spectacle de sortie, elle a intégré un fragment de ça. Donc, il y avait un texte dessus, le spectacle démarre, et tout d'un coup, en fait, les acteurs, avant la représentation, ils avaient eu 20 minutes pour apprendre un texte très compliqué, et ils se retrouvaient en scène devant le public avec des trous. Et en fait, elle s'est rendue compte, donc ça c'est de la recherche-création, mais elle s'est rendue compte que comme elle n'avait pas expliqué au public ce qu'ils allaient voir, c'était très compliqué parce que les spectateurs ils comprenaient plus du tout ce qui se passait, et donc les gens sortaient en disant mais c'est quoi ce truc, ils sont soit incompétents, soit complètement fous. Voilà. Donc ça c'était sa conclusion, en fait il faut quand même expliciter. Et ça a l'air... tout bête, mais c'est le même constat qu'a fait Geoffrey Rouge-Carassa, qui est donc doctorant sacre au conservatoire où je travaille, et qui, lui, travaille sur les règles du jeu dans l'interprétation. Et en fait, il a fait plein d'expérimentations comme elle. Et en fait, maintenant, ce qu'il fait, pour que ces spectacles deviennent accessibles, il vidéoprojette derrière les interprètes les consignes qu'il leur donne. Donc, par exemple, il met en place des protocoles où les interprètes, avant d'entrer en scène, ne connaissent pas la scénographie, ils vont devoir tirer au sort leur rôle, enfin, il leur tend des pièges comme ça. Et pour ne pas les mettre en difficulté et pour pouvoir... permettre que les spectateurs et spectatrices comprennent ce qui se passe, il leur donne accès aux consignes. Et en fait, c'est déjà très, très ludique à observer, et ça rend le public complice d'une démarche, d'une tentative qui va fonctionner ou pas. Et donc, moi, ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on rejoint le terme d'interacteur qui est proposé par Sacre, où on voit que la recherche-création, donc ce type de recherche-création-là en théâtre, propose au public, met les spectateurs, les spectatrices dans une position qui n'est plus du tout passive, mais active. Et ils deviennent partie prenante d'un processus et non plus simple récepteur-réceptrice. Voilà. Si on reste dans le champ du théâtre, moi, ça a fait écho très fort pour moi avec un ouvrage d'un auteur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Denis Guénoun, qui a écrit il y a 20 ans maintenant, donc ça date, un ouvrage qui s'appelait « Le théâtre est-il nécessaire ?» Et donc il se posait la question de pourquoi est-ce qu'on fait du théâtre encore aujourd'hui. Et il expliquait en 1997 que le public de théâtre, donc à la fin du XXe, ne s'identifie plus à la fiction qu'on lui propose, mais le public de théâtre, ce qui lui plaît, c'est qu'il est fasciné par, et je le cite, l'interprète dans son action de théâtralité. Et donc si je le cite plus longuement, il dit « Enfuis les figures », donc fini la fiction, « Enfuis les figures, reste le jeu. On désire imiter l'acteur, faire ce qu'il fait, vivre ce qu'il vit, non pas le rôle, mais le jeu. Seuls les joueurs en désir de jeu sont les regardants d'aujourd'hui. Le regard de spectateur le plus puissant, le plus affirmatif, le plus vif, est celui du joueur qui s'apprête à prendre la place de ce qu'il voit, à le côtoyer dans et par le jeu, à y jouer son existence. Il n'y a pas de spectateur de théâtre de notre temps, de notre monde, que comme joueur en puissance.
Donc là, lui, il est vraiment sur la question du jeu de l'acteur et de l'actrice. Et pour celles et ceux qui font du théâtre, à ce moment-là, Denis Guénoun, il témoigne de l'arrivée dans le paysage théâtral français à la fin du XXe, de tous les collectifs d'interprètes auxquels on est habitué aujourd'hui. Il y a le TG Stan, les Possédés, les Chiens de Navarre, etc., qui présentent des formes spectaculaires où le ludique est premier, où la liberté des interprètes est première. Donc lui, il témoigne de ça, et effectivement, c'est très juste par rapport à ce type de spectacle de parler de spectateurs et spectatrices faits joueurs en puissance. Mais moi, ce que je trouve, c'est que c'est des citations qui peuvent complètement parler de la recherche-création aujourd'hui, puisqu'on pourrait dire, et en reprenant son expression, que les publics de théâtre sont faits chercheurs en puissance. Puisqu'ils sont mis en position de témoins actifs d'une recherche dans la création qui émane d'une recherche. Et on pourrait même dire qu'ils contribuent par leur présence, par leur regard et parfois même par leur retour à la recherche qui a été menée. Et ce que je trouve intéressant, c'est que souvent en recherche-création, il y a quand même une demande, en tout cas je parle du point de vue du théâtre, mais de la part des artistes chercheurs et chercheuses, de justement dialoguer à l'issue des propositions pour continuer à faire avancer la recherche. Et on pourrait même dire que du coup, le temps de la mise au regard du public fait partie intégrante du processus qui est proposé. Donc voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que pour donner accès largement à une œuvre de recherche-création et ne pas se contenter du coup d'un public d'experts, les dynamiques de publicisation de la recherche-création intègrent, parfois au sein de l'œuvre elle-même et parfois dans ses à côté, l'explicitation de la démarche de l'artiste-chercheur, de l'artiste-chercheuse. Bon, et ça, quand même, ça pose question, puisque, par exemple, pour ma part, pendant très longtemps, donc c'était face à de l'art contemporain, par exemple, mais je faisais partie des gens qui disaient « Oui, mais moi, je considère que je n'ai pas besoin du carton explicatif pour aimer une œuvre, j'aime ou j'aime pas, elle me touche ou elle me touche pas ». Donc j'étais assez réfractaire, justement, à ces démarches d'explicitation. Et en fait, c'est une position qui est tout à fait tenable, mais que j'ai plus aujourd'hui, après 10 années à la fois de pratique de la recherche-création et d'être spectatrice de recherche-création. Et je pense qu'on peut constater, en tout cas pour partie, une sorte, en théâtre du moins, d'évolution des désirs et des regards, avec ce que moi j'ai pu constater en discutant avec des spectateurs et des spectatrices, des gens de plus en plus curieux de découvrir aujourd'hui, et on rejoint Denis Guénoun, le dessous des cartes, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'un artiste travaille, etc. Et je dirais qu'on est peut-être en tout cas sur la réception spectatrice, dans quelque chose qui se double. Donc il va y avoir effectivement le plaisir émotionnel d'une œuvre qui va nous toucher, mais qui est peut-être doublé en recherche-création d'un plaisir qui relèverait davantage, par exemple, d'une séduction intellectuelle face à une démarche, ou comme on pourrait avoir, par exemple, si on va dans un musée des sciences, on peut être passionné par tel ou tel procédé qu'on va voir décortiquer, etc. Donc ça, c'est mon point de vue, on peut en parler après. Voilà, mais en tout cas, je pense qu'il y a cette dualité dans la réception face à une œuvre de recherche-création. Et je vais quand même rester sur cette image du musée pour passer à mon deuxième élément de publicisation en recherche-création, qui est très proche, encore une fois, du musée, donc il y a peut-être quelque chose à creuser, qui est ce critère spécifique à la recherche-création, qui est la constellation. Puisqu'on va être face à une multiplicité et à un éclatement des objets. Donc encore une fois, je pars de mon point de vue, c'est des généralités, donc c'est forcément faux, mais voilà. Je dirais qu'en recherche-création, souvent, l'œuvre produite, quand il y a œuvre, elle ne prend pleinement sens qu'à la lueur d'un processus de création, c'est-à-dire qu'à la lueur de toute la recherche qui a permis l'émergence de cette œuvre. Et parfois même, l'œuvre à laquelle on a le plus facilement accès n'est pas forcément plus intéressante que tous les objets qui l'ont précédée ou qui l'accompagnent.
et qui sont de nature très diverse. Donc on y reviendra tout à l'heure pour le commun des mortels, mais ça peut être une enquête documentaire, ça peut être des entretiens, des articles ou des essais qui sont produits pendant le temps de la recherche, ça peut être des expérimentations en laboratoire, même des créations parallèles, que ce soit des performances, des vidéos, etc., qui en fait forment donc ce terme de cette constellation d'œuvres qui compose en réalité l'œuvre globale, ce qui, du moins en théâtre, pose plein de problèmes. Donc si on parle de valorisation, ça pose des problèmes en termes de diffusion. Alors je ne sais pas comment c'est en littérature, mais en tout cas on pourra en parler aussi. En termes de diffusion, ça pose vraiment question aujourd'hui, puisque ça sort complètement des canaux de diffusion classiques où les programmateurs et programmatrices vont avoir un spectacle qui est cantonné à un espace-temps donné, qui va être facilement catégorisable, du coup facilement présentable au public, etc. Et c'est vrai que souvent, on a des directeurs et directrices de lieux qui sont un peu démunis face à ces constellations. Qu'est-ce qu'on fait d'une constellation quand finalement elle est plus... Qu'est-ce qu'on en fait et quand on n'a pas juste une œuvre qui est dans un espace-temps d'une représentation. Ça va aussi poser plein de questions en termes de terminologie. Donc, par exemple, pour beaucoup discuter dans le cadre de mes fonctions au conservatoire avec des artistes chercheurs et chercheuses, on ne sait pas de quoi on parle. Est-ce que c'est un spectacle, par exemple, l'œuvre finale d'une recherche? Le mot spectacle, il pose vraiment problème. Donc, souvent, on va employer le terme de performance. Et même tout à l'heure à table, j'ai dit performance. Et au moment où je l'ai dit, j'ai fait « mais non, mais ce n'est pas une performance ». Parce qu'en fait, on emploie performance parce que c'est un objet qui va donner l'impression d'être plus éphémère, plus fragile. Mais en réalité, la performance, ça a son histoire propre. Je ne vois pas pourquoi on prendrait ce terme-là. Donc on fait des essais. On peut parler d'objets, on peut parler d'essais scéniques, de tentatives, etc. Mais moi, par exemple, j'ai un groupe de travail avec des jeunes... metteuses en scène de recherche-création, et en fait, on ne trouve pas de terme pour l'instant. Et peut-être qu'il ne faut pas qu'on en trouve, et peut-être c'est impossible de catégoriser, justement. Donc voilà, et le dernier problème que ça pose, c'est un problème d'écriture, et d'écriture des projets et de conservation dans le temps, justement, de ce caractère protéiforme. Comment est-ce qu'on peut rendre palpable, saisissable, pour le partager avec les gens, justement, cette constellation d'œuvres dans le temps du processus et dans l'après du processus. Parce que souvent, ce qui va être gardé, c'est justement l'œuvre finale. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'il y a autour et qui est un peu difficile à attraper? Et donc, juste, j'avais envie de vous partager avec vous un outil qui existe à l'heure actuelle, qui est très intéressant et qui lui-même est mouvant, qui est donc ça s'appelle les cahiers du studio. C'est un outil numérique collaboratif de documentation de la recherche-création qui a été développé par un lieu de recherche-création qui s'appelle les Studios Théâtre de Vitry, à Vitry-sur-Seine, qui ont collaboré avec un designer qui s'appelle Louis Éveillard pour de partager cet outil avec tous les artistes, chercheurs et chercheuses qui le souhaitent. Et en gros, ça ressemble à ça. Donc, je vais aller... Donc, par exemple, comme ça, je sais de quoi je vous parle. Donc c'est une ligne de temps, ça ressemble à un truc comme ça. Donc en fait là, il y a des dates, donc là il y a une ligne de temps, et là elle est recouverte, mais voilà, il y a une ligne de temps, et en fait on peut se connecter tous les gens qui y participent à un laboratoire, par exemple, comme c'est le cas là, se connectent quand ils le veulent à cette ligne de temps et peuvent ajouter, donc chacun a sa couleur, et on peut ajouter des documents vidéo, des photos, des documents sonores, des liens, des fragments de texte, etc., tous en même temps, et ça c'est à la seconde, quoi. Donc ça suit la chronologie du travail. Et ensuite, il y a une autre fonction qui s'appelle, elle n'existait pas encore quand, ça c'est un laboratoire qu'on a mené justement avec Geoffrey Rouche-Carassa et Juliette Darmon-Marceau. Ça n'existait pas encore. Maintenant, c'est la fonction journal qui permet, à l'issue du travail, de prendre du recul et d'écrire une analyse, par exemple, ou une pensée sur le travail qui a été mené, en éclatant la ligne de temps et en piochant certains des éléments qui ont été mis dans la ligne de temps par tout le monde. Donc voilà, et ça c'est, je vous montre très rapidement, mais ça c'est par exemple, c'est un des laboratoires qu'on a mené qui s'appelle usage scénique de l'aliment, donc toujours sur comment est-ce qu'on fait travailler l'acteur, l'actrice, mais du coup avec aliment. Et donc bon, c'est un peu, parce qu'on du coup aliment appelle organicité, donc parfois nudité, enfin on a fait plein d'expériences bizarres. Donc voilà, et à la suite qui arrive.
Donc voilà, ça c'est par exemple un des outils de prise de notes et de conservation de formats de recherche-création. Et la question qu'on se pose à l'heure actuelle, c'est que ces laboratoires-là vont sans doute donner lieu à des créations dans un projet plus large sur la peur, où du coup on m'a demandé de travailler sur la monstruosité et sur, peut-être je vais travailler sur l'empoisonnement dans le cadre de création, mais la question que je me pose, c'est que pour moi, cet outil-là, donc ces laboratoires-là, font forcément partie des créations finales, mais c'est comment est-ce qu'on partage ça. C'est assez réducteur juste de dire au public, en fait, allez en ligne, vous allez pouvoir trouver ça. Donc il y a vraiment cette question-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai discuté très récemment avec la responsable de la recherche des studios théâtre de Vitry. Et là, c'est intéressant par rapport à l'édition, c'est qu'elle m'a expliqué qu'à l'heure actuelle, ils ont fait de nouveaux labos pour savoir comment est-ce que finalement ils reviennent au papier à partir de cet outil numérique. Donc parce qu'elle dit, pour garder la pérennité dans le temps, finalement, le numérique, c'est pas si intéressant. Donc comment est-ce qu'on publie ces outils collaboratifs-là? Et donc, est-ce qu'on garde une chronologie? Comment est-ce qu'on fait pour rendre compte des documents vidéo ou sonores, etc. Mais finalement, ils reviennent au papier. Donc ça, je trouve ça assez amusant. Et voilà. Et du coup, le dernier point que j'avais envie d'aborder, qui pour moi est très palpable dans ces cahiers du studio, c'est que la recherche-création s'amuse en tout cas, ou de fait garde la trace des erreurs, des ratés, des ventres mous d'une recherche. Et par exemple, dans ces cahiers-là, c'est là. Parce que vu qu'on écrit en direct, quand une recherche elle n'est pas très intéressante, c'est pas très intéressant, puis on va dire là cette tentative elle a raté, etc. Et c'est ça qui fait avancer la recherche, mais souvent c'est caché ça, puisqu'en fait on garde que l'objet qui est beau est fini. Donc voilà, et je dirais que à mon sens du moins, si la recherche-création propose quelque chose de vraiment nouveau et différent au public aujourd'hui, c'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'en partageant un parcours, et non pas un objet fini, l'artiste-chercheur, l'artiste-chercheuse vont partager des ratés, des erreurs, et parfois même, donc on l'a vu avec les exemples que j'ai donnés de Juliette et de Geoffrey, ils intègrent la possibilité de l'échec total dans la performance finale. Donc on voit que la recherche-création propose au public de plonger dans un processus où un être humain ou des êtres humains vont témoigner de tentatives et donc de faillibilité. Et donc la recherche-création propose, à mon sens, et en théâtre encore une fois, de partager une expérience de fragilité. Et je trouve que c'est quand même un des rares endroits aujourd'hui, donc dans les arts vivants, mais il y a aussi le sport par exemple, mais où on peut proposer collectivement à des êtres humains de partager ensemble une expérience de faillibilité. Donc voilà, et si on revient à Denis Guénoun qui se posait la question il y a 20 ans de est-ce que c'est encore nécessaire le théâtre, je pense que ces endroits-là sont nécessaires et ils existent dans le théâtre et globalement dans les arts vivants. Et je dirais que la recherche-création le propose de façon exacerbée. Et voilà, et c'est ça qui va m'amener à mon dernier exemple qui va m'amener à parler avec Olivia, qui est, alors c'est toujours très difficile d'analyser son propre geste artistique, mais j'ai avec un tout petit peu de recul sur la création, donc Le Commun des Mortels qu'on fait ensemble, comme ça je spoil tout et peut-être vous serez plus du tout envie de venir le voir, mais en tout cas, je pense que Le Commun des Mortels, qui est donc cet objet qu'on a fabriqué en se posant la question, je ne sais pas si vous avez dit de quoi ça parlait. Vous avez dit de quoi ça parlait ? Ah oui, d'accord. Donc c'est un spectacle où j'ai proposé à Olivia, il y a 4 ans maintenant, de travailler sur le rapport qu'on entretient au caca. Et du coup, parce que je travaille globalement sur un cycle qui s'appelle manger, et forcément quand on mange, il y a l'action de déféquer. Donc du coup, j'avais envie de travailler sur la défécation, est-ce que c'est un énorme tabou et comment on questionne ça. Et ce qui a émergé de cette grande enquête, j'ai l'impression que c'est une forme qui dissèque un processus de recherche-création. Donc je te dirai, tu me diras ce que tu en penses, Olivia, puisque au départ, il y avait juste cette envie partagée avec Olivia de questionner ça, ce tabou-là dans notre société. Et il n'y avait aucune forme préétablie demandée. Il y avait juste cette commande que je lui faisais. Et c'est vrai que rapidement, j'ai eu envie, on a partagé cette envie de... Voilà, parler de la défécation, c'est quand même quelque chose d'assez... c'est lever un tabou. Et donc, j'avais envie de questionner ça sous l'angle de c'est quoi une petite révolution intime ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire un petit pas en avant dans un acte de révolution ? Et comment est-ce que ça questionne les grandes révolutions collectives ?
Et donc il y a eu cette commande d'écriture un peu atypique, et Olivia, elle a répondu très rapidement par un récit de soi face à cette commande. Comment est-ce que moi, Olivia, je reçois une commande comme celle-là? Et dans le courant du travail, ce récit de soi est devenu finalement un dialogue entre deux artistes qui vont avancer assez différentes et qui vont avancer l'une vers l'autre à travers ce questionnement-là. Et finalement, le spectacle, non seulement c'est une avancée l'une vers l'autre, puisqu'on est les deux en scène, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, et en plus, on se met nous-mêmes à l'épreuve de petites révolutions pendant le spectacle, puisqu'on s'est tendu des auto-pièges et des auto-moments un peu plus difficiles pour nous. Et donc, je trouve que déjà dans l'écriture, de toute façon, ça y est, mais il y a la mise à nu d'un processus de recherche et de création qui a duré un certain temps. Olivia parlait des spirales, mais il y a ça aussi dans l'écriture. Il y a vraiment, elle témoigne des erreurs, de la spirale, des moments où on a tourné en rond sans trop savoir où on allait, etc. Donc ça, c'est sur le plan de l'écriture. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que sur le plan de la mise en scène, en fait, cette chose, elle expose la constellation dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on partage plein d'éléments qui ont accompagné la recherche. Donc ça va être des entretiens qu'on a fait avec des gens de façon brute, ça va être des documents vidéo, toute la masse documentaire qu'on a trouvée, ça va être aussi des expériences physiques qu'on a expérimentées. Donc on partage la constellation qui compose cette recherche-création. Et le dernier point, c'est que le socle de ce spectacle, c'est quand même ce parti pris d'être dans la fragilité. D'abord parce que c'est un sujet qui est fragilisant, parce que c'est pas facile d'en parler publiquement, etc. Et c'est pas non plus facile pour le public d'entendre parler de ça, en tout cas pour certaines personnes. Et on s'est automise dans une position de fragilité, puisqu'en fait, ni elle ni moi, on est interprète, et donc on se met en danger et en difficulté avec ce spectacle-là. Donc, et pour nous, c'était très important d'être dans cette position de fragilité, qui est, je pense, en partie un des traits de la recherche-création, pour justement dire aux gens, ben voilà, nous, on fait notre petite... on est dans une position fragilisante, vous allez peut-être être dans une position fragilisante d'entendre parler de ce sujet, mais allons-y gaiement, et on verra bien où ça nous mène. Donc voilà, donc je trouve que au final la boucle se boucle, et c'est assez amusant parce que ce spectacle il est né à un moment où Olivia et moi, sans se connaître, on travaillait déjà sur c'est quoi la recherche-création. Donc je trouve que c'est assez amusant finalement que ce soit peut-être un écorché de c'est quoi une œuvre de recherche-création. Voilà. D'accord. Non, parce que moi parce qu'en fait Olivia elle savait pas ce que j'allais dire, et donc du coup j'avais une première question qui était de comment est-ce que ce que j'ai exposé résonne avec ce qu'on a fait et ton propre travail. C'était un peu parce que tout ça c'est des tentatives, hein, ça se trouve c'est faux. Mais peut-être il y a des questions dans le public avant pour toi, non? Tu crois pas? Je sais pas, oui peut-être. Non? Comment? Qu'est-ce que tu dis, Héloïse? À chaud là. Je vais peut-être enlever. Non, parce qu'elle m'avait prévenu qu'il fallait que je sois attentive, parce qu'elle allait me poser une question, donc j'ai pas fait la sieste. J'ai bien écouté tout ce que tu as exposé, qui était vraiment très, très intéressant. Et non, j'ai envie de dire par rapport à ce que tu disais à la fin. À la fois, c'est toujours la même chose, c'est que quand on travaille à deux, ce qu'on a fait, c'est à la fois comment on va faire un pas vers l'autre, et donc on construit quelque chose en commun, donc qui relève, comme tu l'as dit, de la recherche-création, et en même temps on retrouve quelque chose de soi toujours à l'intérieur. Donc par rapport à ce qu'on disait ce matin, je me rendais compte que effectivement quand même le modèle géométrique de cette conférence, ça reste la spirale. De ce point de vue-là, il n'y a pas de... Voilà, j'ai pas réussi. En fait, moi, j'aime bien travailler aussi dans d'autres cadres et avec d'autres personnes, dans l'idée, justement, de sortir de mes obsessions, des cadres dans lesquels je suis, parce que c'est très difficile par soi-même de changer, en fait, ces modes.
et qu'on a beau inventer des dispositifs, comme on en a parlé tout à l'heure, des contraintes, de ceci, cela, finalement on retrouve des choses toujours un peu les mêmes. Et donc la force en fait du travail avec quelqu'un d'autre, c'est la force relationnelle de la sortie hors de soi et de la nécessité en fait d'aller accepter des logiques qui sont autres, que ce soit des logiques autres parce que c'est d'autres arts, donc ça fait partie. Le théâtre, c'est un autre art que l'écriture de récit, ou que ce soit parce que simplement, même si c'est le même art, c'est quelqu'un d'autre, donc qui n'aura pas les mêmes logiques, les mêmes méthodes, etc. Et donc à la fois, voilà, il y a cette envie. Et ce qui est très étonnant, c'est comment quand même je sais pas, il y a quelque chose de plus fort qui finit par l'emporter, qui est parce que quand tu parlais quand tu parlais de la conférence elle-même, c'est vrai que cette conférence qui est à la fois, elle a une ligne qui a été en partie définie par Katie, qui est justement cette ligne, cette volonté que tu avais d'essayer de raconter la défécation comme quelque chose de collectif, ce qui ne va pas de soi, puisqu'en général, on fait plutôt ce genre de choses seul. Donc, essayer de voir comment on peut passer de l'individuel au collectif. Donc, cette ligne-là, elle est présente dans notre performance. Il y a bien une ligne, mais c'est quand même une spirale. Comme une espèce de fatalité, ou je ne sais pas. Il y a quand même une tragédie dans cette histoire. C'est que ça reste malgré tout quelque chose qui relève de la spirale. Et donc, Mais quand même, ce qui est amusant par rapport à Olivia disait tout à l'heure que ces romans se terminent toujours un peu de façon un peu triste. C'est pas triste que tu disais, mais en fait, la fin, on a réussi à faire on n'était pas d'accord de faire un milieu des deux. On propose les deux. À la fois, c'est hyper joyeux et c'est un peu décevant. Oui, c'est le rapport à... Donc d'une part, dire ça par rapport à... Alors, il y a une autre chose que peut-être je peux dire aussi, c'est sur la question de la recherche-création et de la publicisation. C'est par exemple, cette conférence, plusieurs fois à la sortie de ce spectacle, on m'a demandé si ce texte serait publié. Et là, je me dis, c'est difficile de publier ce texte parce qu'en fait, à l'intérieur de ce texte, il y a des documents visuels, il y a des chansons... Il y a des expériences qu'on fait en direct, plus ou moins avec le public, du moins avec ceux qui veulent le faire. Et tout ça, comment est-ce qu'on va... Enfin, ça pose une question qui est effectivement là, la question du passage de la publication à la publicisation. Et pour l'instant, cette question n'a pas été résolue. Je ne suis pas complètement sûre que ça susciterait une publication, ce texte-là, en raison de ce que tu as exposé, de la force de la constellation et de la place que ça a dans le spectacle. Donc c'est vrai que finalement, c'est intéressant aussi de penser des formes qui ne sont pas publiables ou pour lesquelles il faudrait inventer des outils. Donc là, tu en as présenté un que je ne connaissais pas, qui est très intéressant. Quels seraient les outils dont on pourrait disposer pour rendre public des choses qui ne sont pas continues. Voilà, donc ça aussi, en t'écoutant, je pensais à cette chose-là. Et je pensais à une autre chose qui est que, voilà, on sort d'un spectacle et les gens demandent est-ce que c'est publié ? C'est quand même drôle. Et je me dis en fait qu'on a quand même une espèce de... Tous, on a un rapport un peu pathologique à la trace. Après tout, s'il y a pas... Voilà, si ça disparaît... Ça, c'est un truc un peu scatologique, ce rire-là. Oui. Hein ? Ouais. J'ai bien vu qu'il y avait un truc. Et en fait, si ça disparaît, bon, est-ce que c'est vraiment un drame ? Je me dis, bon, en fait, voilà. C'est comme on dit dans les trucs de solde, tout doit disparaître. Finalement, peut-être que tout doit... C'est-à-dire que quand même, on a... Et par exemple, c'est drôle, comme tu disais, le studio Vitry, qui à la fois propose un outil numérique pour conserver, et qui à un moment se rend compte, parce que oui, on se rend compte, c'est un problème de conservation, c'est qu'en fait l'outil numérique est pas adapté à la conservation, précisément parce que bah oui, les systèmes changent très vite, et qu'il y a un moment où le système empêche de voir des choses qui ont été enregistrées dans un autre système, et vous savez que c'est un des gros problèmes de la BNF, parce qu'en fait ils sont obligés d'actualiser constamment les documents qu'ils numérisent. Donc il y a des machines monstrueuses. Parce que j'ai visité cet endroit, c'est des espèces de machines qui tournent tout le temps pour réactualiser constamment les documents
Et donc, on voit bien que c'est quand même une entreprise complètement aberrante, au sens où voilà, ce rapport à la trace est vraiment pathologique. Donc, bon, à notre tout petit niveau, on tire la chasse et puis on n'en parle plus, quoi, hein. Donc, c'est ça, je pensais à ça en t'écoutant. Et donc, finalement, le caca peut servir de modèle. On peut réfléchir, en fait, un peu à nos sociétés. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire quand même. En nous questionnant sur qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, est-ce qu'on les sacralise, jusqu'à quel point, ou pourquoi on les trouve dégoûtants, etc. Alors, moi, je pensais qu'effectivement, il y avait plusieurs petites choses. D'abord, effectivement, la fragilité qu'évoquait Katie aussi renvoyait à ce que tu viens d'évoquer là, mais d'une autre manière, qu'est ce que tu avais posé aussi avec Lionel Ruffel, l'idée de littérature exposée, tout ce qui se fait hors du livre, et cette idée que vous exposez là toutes les deux. Ça me paraissait un lien. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose. Et puis, sur cette idée que je trouve intéressante dans ce mot publicisation, moi, je n'avais pas réagi là-dessus. Alors, déjà, ça résonne pour le master livre et médiation, parce que je me suis dit des fois, en fait, c'est une forme de médiation, c'est ce qu'on appelle médiation. Mais ça résonne ici aussi parce que je me suis dit, c'est ce qu'on peut appeler vulgarisation parfois, c'est vulgarisation scientifique. Et donc là, je ne sais pas. Et puis ça me fait penser, mais aussi à, et là plus au niveau de la création, mais qu'on pourrait appliquer à la recherche, ce que Ponge avait posé, que j'aimerais bien, cette idée du moviment, en fait, je ne sais pas comment il le prononçait, hein, c'est pas du monument, mais du moviment, voilà. Et parce que c'est vraiment ça, et donc là c'est une sorte de moviment de la recherche que tu montres. Et c'est vrai que publicisation, c'est pas mal, parce qu'il y a cette idée un peu négative de publicité derrière, parce que je vois quand on le fait sur des... On a ça, alors moi j'ai pas le temps de les maintenir, mais normalement c'est bien, comme on a des sous de la région, de partout, on est obligé de faire des dossiers de subvention, de faire des blogs hypothèses par exemple, qui sont ça, où on met ce qu'on fait au fur et à mesure pour montrer qu'on fait quelque chose, pour pouvoir après dire, regardez, on n'a pas rien fait pendant... donc ça c'est intéressant parce qu'il y a ce côté négatif de publicisation, et puis en même temps il y a publicisation au sens où on a envie de montrer, pourquoi pas de partager les choses, de faire réagir là-dessus. Et finalement, je ne sais pas s'il est bien pour ça. Et puis dernière petite chose, c'est que je ne sais pas si c'est parce que, comme ça fait 4 ans, tu disais que vous travaillez ensemble, un singe à ma fenêtre, c'est écrit pendant ce temps-là, mais il y a des moments dans les phrases au-dessus sur le raté, sur choses comme ça, et en le lisant il y a quelques mois, je me disais, qu'est-ce qui s'est passé là dans le lien à cette réflexion-là sur l'échec, voilà. C'est énorme encore, hein. Toi, tu veux dire quelque chose peut-être ou... De toute façon, c'est vrai que c'était dans le même temps et que moi, j'y ai pensé aussi en lisant Un singe à ma fenêtre. Non, mais sur le raté, c'est très intéressant parce qu'on est... je pense vraiment que ce spectacle, c'est une épreuve parce qu'on est très différentes, on n'est pas aux mêmes endroits de création, etc. Et donc, je pense que l'une et l'autre, on n'a pas arrêté de trébucher pendant cette création. Et c'est aussi ça qui, je pense, nous a aussi plu parce que ça nous a amené à d'autres endroits. Mais c'est clair que c'était très présent dans ce travail. Mais après, par rapport au mot publicisation, effectivement, je pense que quand même, il faut aussi considérer, on va dire, cette dérive possible du rapport qu'on a avec la création, qui est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il y a un truc un peu néolibéral quand même, qui est le fait qu'en même temps qu'on fait, on doit valoriser ce qu'on est en train de faire. Alors même si au bout du compte, c'est pour parler de l'échec, on est quand même tout le temps en train de s'auto-évaluer et de pratiquer ce travail sur le processus. Donc à la fois, j'ai envie de dire oui, parce que là, tu as la version... En fait, ce que présente Katie, c'est, on va dire, la version positive, c'est-à-dire de mettre en scène le rapport fragile qu'on entretient avec le monde et que les uns avec les autres, on est dans cette fragilité. Mais on peut aussi voir, c'est la version un peu négative, qui est le fait qu'on est constamment contraint de prouver qu'on est en train de faire quelque chose et que des fois, c'est pour ça que je dis effacer les traces, c'est bien aussi, enfin, au sens où... c'est quand même aussi une manière de sortir de cette idée que tout mérite valorisation. Et c'est amusant par rapport aussi à l'histoire des arts et
au discours sur l'art, puisque quand même, il y a quand même tout un pan du discours sur l'art qui consiste à penser qu'une œuvre doit faire disparaître le processus par lequel elle se fabrique, et que ce qui est le plus beau dans l'œuvre, c'est qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de travail, en fait. Il y a quand même ce modèle de... Voilà, si on arrivait à faire une œuvre grâce à laquelle on ferait disparaître le travail qui a été à l'œuvre pour la faire. Et là, on est vraiment dans une autre logique qui est faisons apparaître ce travail par lequel on a accédé à cette œuvre, au point que le travail serait vraiment peut-être plus important que l'œuvre elle-même. Donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est une histoire du partage, comme tu dis très justement, c'est-à-dire que ça permet de partager des choses qui sinon sont moins facilement partageables, mais d'un autre côté, ça raconte quelque chose sur le fait que on est visible à toutes les étapes. C'est de l'autosurveillance permanente. Et moi, je suis très attentive à cette histoire qu'on est quand même dans des sociétés de surveillance et que finalement, raconter les processus, c'est accepter de se surveiller et d'être surveillé par les autres. Alors évidemment, si je dis surveiller, c'est négatif, hein, mais voilà, d'être toujours dans cette espèce de... Donc c'est vrai que c'est une fragilité, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de zone de repli, en fait. C'est un peu comme des animaux dans une cage. Alors maintenant, on essaye de construire des cages dans lesquelles il y a des endroits où se cacher, par exemple, pour les animaux. C'est très intéressant. Mais c'est relativement récent. Si seulement on pouvait avoir nous-mêmes des cages dans lesquelles on se cache, ça serait bien. Parce que finalement, sinon, on est toujours exposé. Et que cette exposition, elle est quand même... elle est fatigante, voilà. Et bon, j'ai envie de dire... Ça va avec le numérique, ça va avec les réseaux sociaux. C'est quand même de l'auto... alors, ça peut être sans parler d'autopromotion, parce que c'est quand même de l'auto-considération, comme si rien n'était gratuit, quoi. Enfin, comme si... Mais la question du rapport à la dépense, moi, m'intéresse pas mal. C'est-à-dire le fait qu'on puisse continuer à dépenser sans compter. Enfin, voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout pour contrer. Non, mais je suis complètement d'accord, mais je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est aussi quand même une culture de tout va toujours bien et c'est formidable ce que je fais. Et je pense que justement, en tout cas, si je parle de théâtre, parce que je pense qu'il y a vraiment des endroits très différents en fonction des types d'art. Mais en théâtre, très clairement... voir un interprète au travail, puisque c'est ce que moi je fais, mais avoir un interprète au travail, c'est vraiment le voir, ça devient pleinement intéressant quand on sent qu'il y a un être humain, pas fragile c'est le terme, mais pas juste, mais vraiment dans une tentative, ce qui est encore une fois le cas du sport aussi, dans une certaine mesure, et je pense que ça nous sort des réseaux sociaux. Et on n'est pas du tout dans l'ordre de là, tout va bien, c'est merveilleux, et cet immense vernis, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus... fort, je dirais même sur le plan physique. Enfin voilà, je trouve. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis aussi. C'était juste pour dire voilà, comment on se retrouve finalement à faire et à commenter ce qu'on fait et à... Voilà, et comment c'est aussi une limite. Enfin, comment on peut aussi penser toujours ce rapport au retrait. Sans mauvais jeu de mots. Comment ? Sans mauvais jeu de mots. Sans mauvais jeu de mots. Voilà, comment on se retire, on va au retrait. C'est vrai que le retrait, c'est le mot pour les cabinets. Hein. Et quelle place on accorde, c'est ça, au fait qu'il y a des choses qui soient cachées ou non. Qu'est-ce que c'est d'exposer comme ça parce que c'est ce qu'on fait aussi dans ce spectacle, c'est qu'on expose ce qui est d'habitude caché. Et quelle implication aussi ça peut avoir, ça, hors du cadre de la défécation. Hein. C'est aussi une question plus générale, même si elle n'est pas posée comme ça. Mais je constate que oui, on est quand même, nous, dans notre travail, je veux dire, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'enseignant, en tant que tous les métiers, on est quand même constamment exposé à cette histoire de la valorisation. C'est-à-dire que notre travail, on doit constamment le valoriser. C'est un truc, c'est une folie totale en fait. Et voilà, je ne sais pas si c'est tout à fait le même, mais il y a quelque chose là-dessus qui questionne le monde du travail, je pense. Et là, peut-être on sort un peu du cadre. Oui, bonjour. Je crois que je connaissais pas le mot publicisation. Je crois que j'ai compris.
et ça me fait penser à plusieurs choses, je dirais, dans le travail de la création et du rendu et du cachet, qui fait aussi, j'ai l'impression, périodiquement partie du plaisir du spectateur, périodiquement dans l'histoire de la représentation, mais aussi de la création. Un dialogue entre un jeu de la recherche et un jeu, on va dire, par exemple, d'un théâtre fabriqué avec des ficelles, un théâtre qu'on va dire bourgeois, un théâtre qu'on va dire qui ne va plus à l'aventure de la création. Ces deux éléments, c'est l'un, l'artifice. Je pense à autre chose que du théâtre, mais quand on voit Buster Keaton dans un tel court-métrage qui met en scène une pièce de théâtre, c'est pas une pièce de théâtre, c'est du théâtre avec des artifices que innocemment il dénonce, et en fait ça fait rêver sur la dimension de l'acteur, la dimension de la création, l'innocence et en même temps l'art, justement. J'ai l'impression qu'en dehors, bien sûr, de ce que vous systématisez dans une recherche-création, ça fait partie inhérente et historiquement, ça a toujours existé, de faire partager au public l'atelier et que ça ressuscite la curiosité, en fait, à des moments où ça s'endort. Et on peut penser à Brecht aussi, tout simplement. L'histoire de la distanciation et tout ça. Alors, je sors du cadre de l'artifice, mais quand même, on s'aperçoit aussi que, à propos d'accident, on pense au clown, pas à l'accident. Vous n'avez pas parlé d'accident, mais de fragilité, de raté. Oui, Voilà. oui. Le clown est basé sur le raté. Et qu'il enseigne, en tout cas pour le comédien, que le raté est un lieu de création. C'est-à-dire que tout d'un coup, la fragilité ouvre une brèche à un autre, à un schéma, quoi. Peut-être que l'obsession revient, mais en tout cas, on la réouvre. Et surtout, je pense aussi à des acteurs qui disent quelquefois, quand ils font des stages, c'est là que je m'amuse, c'est dans le processus de la répétition, de l'élaboration. Et je me dis, dans ces cas-là, c'est comme si on oublie que quand même, le théâtre, il est pour un public. Et donc, il n'y avait plus de travail au moment où on l'offre au public tous les jours. Et que là, pourtant, il y a encore la fragilité à questionner pour réinventer, pour reprendre le plaisir, même pour l'acteur. Et même si c'est dissocié du plaisir du spectateur, des fois on peut sans doute s'ennuyer un jour alors que le spectateur non. Mais je pense qu'il y a ces deux éléments que périodiquement, j'ai l'impression, la création se re-questionne et en fait, à l'intérieur même de l'œuvre, elle le fait. Et puis il y a la question de l'encombrement aussi dans le processus d'écriture. Vous disiez à un moment, il faut se mettre en retrait. Mais c'est évident qu'il y a plein de phases de construction. Je ne sais pas si elles sont toujours intéressantes à montrer. Je pense qu'aussi, il y a besoin d'oublier, aussi bien d'oublier tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a appris, pour que le geste soit pur. Et alors, qu'est-ce qu'on montre ? J'ai l'impression que quand on s'intéresse à quelque chose, on a envie de fouiller l'atelier, même en tant que spectateur ou que lecteur. Donc, on va le faire de soi-même. On dit dommage qu'il n'y ait pas d'interview ou de brouillon ou de machin. Mais c'est un dialogue, j'ai l'impression, qu'on a avec quelque chose qui est, de toute façon, l'œuvre elle-même disparaît, quels que soient les supports, même le numérique, même le film, et finalement les traces aussi. Mais j'ai l'impression que ces traces, comme elles sont fantomatiques, souvent, elles font aussi rêver. Voilà. Et en tant que spectateur, je me rappelle un film avec c'est Simbad le marin. C'est un truc ancien. J'étais gamin. Donc, ils débarquent sur une île. Donc, ils racontent le récit. On les voit débarquer sur une île. Et c'est vraiment du carton-pâte, les monstres et tout. Et ça m'a fait 10 fois plus rêver que Jurassic Park, par exemple, avec une pseudo-réalisme, disons. Et moi, ça me questionne sur le rapport du spectateur à l'œuvre
non pas comme une perfection, une performance, mais comme quelque chose qui raconte le vide aussi. Non, mais c'est assez beau là, ce que vous dites, et puis ça me fait penser aussi à des films, par exemple à des films comme Évoque le navire de Fellini, ou ce genre de film en carton-pâte, quoi. Je me souviens par exemple dans ce film-là, la mer qui est une espèce de truc en carton qui est éclairé. Et c'est vrai que ces images, elles sont en fait bizarrement. Mais après, ça dépend quel spectateur vous êtes aussi. Oui. Mais moi, par exemple, c'est vrai que ça, c'est une image qui m'a vraiment fait rêver. Alors que justement, elle est censée montrer l'envers du décor. Enfin, ou plutôt, elle montre à quel point c'est un décor. Donc, finalement, c'est une manière de parler de l'envers du décor, à savoir le cinéma. Finalement, c'est du 2 dimensions. C'est quelque chose qui est en 2 dimensions. Et donc, on peut rien faire d'autre que faire semblant de présenter des choses en relief. Mais c'est beaucoup plus beau de jouer la dimension 2 que d'essayer de faire de la dimension 3. Et c'est d'ailleurs pour ça, me semble-t-il, si on peut parler comme ça de cinéma, que oui, on nous fait croire qu'on va faire du cinéma en 3 dimensions, où, voilà, on va mettre des lunettes. Ça existe, hein. Mais en fait, ça fait, en vérité, depuis la naissance du cinéma, on a réfléchi à cette histoire de montrer des images en 3 dimensions. C'est très ancien, en fait, cette histoire de la volonté de travailler le relief dans les images photographiques, depuis le début, et dans les images de cinéma. Or, visiblement, à chaque fois, ça marche sans marcher. Parce qu'en fait, je pense que... Et encore aujourd'hui, oui, il y a des trucs en 3D et tout ça, mais on continue à faire du cinéma aussi en 2D. Parce qu'en fait, je pense, un peu dans le sens de ce que vous dites, que finalement, on aime mieux... Enfin, le spectateur reconstitue la 3e dimension, et que c'est peut-être plus... Ça produit plus de plaisir de le faire soi-même, plutôt que de mettre les lunettes et se dire « Oh là là, c'est en train de me tomber dessus !» Parce que du coup, voilà, il y a un rapport justement plus actif. Et puis, il y a aussi le choix. C'est-à-dire qu'un spectateur peut, puisque c'est de la 2 dimensions, il peut accepter, il peut se plonger dans le film comme s'il y avait 3 dimensions, mais c'est toujours comme si. Et que finalement, ce semblant participe de la production cinématographique. Et que tous ces trucs en 3D... Alors moi, j'en ai vu quelques-uns. Par exemple, il y a ce film d'Hitchcock... c'est Le crime était presque parfait, je crois, qui existe en 3D. Donc il a été... Ouais, mais oui, d'accord, c'est plus impressionnant et tout, mais je sais pas. Peut-être que aussi, ça dépend le spectateur que vous êtes, mais peut-être ce qui nous plaît, c'est que quand même, c'est des fantômes, quoi. Alors que s'ils sont en 3D, c'est moins des fantômes. Donc cette chose-là, pour aller dans votre sens, c'est... Oui, c'est le fait que dans l'art aussi, la place du faux n'est pas nécessairement un truc négatif, ou ça fait partie de la puissance d'une œuvre, parce qu'elle offre au spectateur une place. C'est lui qui détermine jusqu'où il veut aller, qu'est-ce qui fait de l'invraisemblance, et que oui, du coup, ça produit des images assez fortes, peut-être, hein, oui. Je pense que vous parliez dans votre intervention au départ. Oui, pardon. Vous parliez dans votre discours de l'acteur, du spectateur actif. Hein. C'est ça, je crois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, le travail d'une création, c'est de rendre le spectateur actif, parce que c'est lui qui produit l'imaginaire dans sa tête. Alors c'est très vrai pour un livre, parce qu'on le sait, quand on va voir un film d'un livre qui nous a habité, souvent on est déçu, parce qu'on l'a imaginé autrement, ou quand on a le dessin du personnage, on est déçu. Mais je pense qu'une pièce de théâtre qui ne laisse pas travailler le spectateur manque une chose fondamentale, qu'il est actif, il n'est pas passif, le spectateur, j'entends, à mon avis. Oui, après, alors, plusieurs choses. Déjà, ce n'était pas du tout pour dire que traditionnellement...
je reprends les termes de Sacre, mais qu'une pièce de théâtre dite traditionnelle, même si elle est très contemporaine, le spectateur est passif. Hein. C'était juste pour faire des ponts avec Sacre. Et juste par rapport à ce que vous disiez, il y a une différence. Par exemple, je parle pas, quand je dis de partager avec le public le temps de la recherche, du temps des répétitions. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Ce que je dis, c'est que par exemple, je prenais l'exemple de Juliette Darmon-Marceau qui travaille sur Le Trou. Si elle ne partage pas le fait qu'elle est en processus de recherche et d'expérimentation sur cet état de présence très singulier qui est celui du moment du trou, les spectateurs, ils savent pas ce qui se passe. Ils voient juste des acteurs et des actrices en train de galérer sur scène. Alors que quand elle explicite, là, ça met le spectateur et la spectatrice complices d'un truc et ça devient hyper intéressant. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre de la même activité que l'activité d'imagination. C'est juste que tout d'un coup, elle leur donne des clés de compréhension de quelque chose. Mais c'est pas du tout la même chose que... je suis entièrement d'accord avec vous sur tout ce que vous dites. C'est juste... c'est pas la même chose, c'est pas le même endroit de partage. Voilà. Ouais, moi, j'avais une petite question sur le processus, derrière le processus. Du coup, en fait, comment vous avez travaillé ensemble? Est-ce que c'était une écriture de plateau? Est-ce que tu parlais de l'altérité, de ce qui nous déplace, etc., quand on travaille avec quelqu'un? Et je voulais savoir un peu comment, si vous êtes d'accord d'en parler, comment ça s'est un peu passé, le processus de création entre vous? Est-ce qu'il y a eu des désaccords? Comment vous avez avancé dans ces... Il y a des trucs qu'on ne peut pas raconter, hein, bien sûr. Il y a quand même une part cachée. Le processus de publicisation. Il y a de la valorisation, mais il y a aussi de la dévalorisation. Donc, alors, est-ce que tu... Ouais, initialement, c'est une commande et Olivia écrit très vite. Donc, en fait, on devait avoir une écriture très longue parce qu'on avait un accompagnement du ministère de la Culture sur 2 ans. Et en fait, avant même que la date de démarrage commence, elle avait déjà écrit. Donc, du coup, à la base, c'est une commande. Et ensuite, à partir du texte, mais qui est à 60, même plus, 85%, je pense, le texte initial. Ensuite, on a travaillé au plateau ensemble. Et ça a fait bouger le texte, parce que j'ai coupé, mais très peu. Mais c'est surtout que, en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on voulait répartir un tout petit peu. Encore une fois, c'est léger, mais la parole. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait bouger le texte. Et c'est aussi intéressant ça, parce que justement, en répartissant la parole, il y a des choses donc, que Katie va prendre en charge. Et il y a des choses qu'en fait... Qui sont des choses qui sont dans ma tête, mais en fait, rythmiquement, pour Katie, elle me dit, mais j'arrive pas à dire ça, en fait. Ou en tout cas, ça rentre... Il y a des choses... Voilà, donc soit je lui disais, tu le fais quand même, en fait, soit je lui disais, alors il faut le réécrire. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est de voir la résistance. C'est évidemment, quand on écrit soi-même et qu'on dit soi-même ses textes, il y a une espèce de... Heureusement que là, il y a une adéquation. Mais quand on donne le texte à quelqu'un d'autre qui, délibérément, donné à Katie, c'est pas une actrice, donc c'est aussi ça l'idée, c'est qu'une actrice va trouver un moyen pour entrer dans le texte de l'autre, mais c'est pas notre travail, nous, d'entrer dans les textes des autres. Nous, c'était pas ça l'idée. Donc là, ça fait résistance, en fait. Et c'est intéressant, ces endroits de résistance, parce qu'effectivement, c'est aussi une chose très simple, c'est que c'est un texte que, même si je l'ai pensé pour une chose orale, c'est quand même écrit. Et que donc, et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup, c'est comment on va énoncer quelque chose qui a été au préalablement écrit. J'aime bien ce rapport à la langue et ce que ça crée comme frottement entre cette chose qui est l'adresse, puisque c'est un texte qui est très adressé, et le fait que c'est une adresse complètement écrite et que donc ça s'entend quand même. C'est pas pareil que quand on parle. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose de cet artifice-là de l'écriture qui parfois, ça résiste. Et donc, il y avait aussi cette chose-là qui participait à notre discussion de comment faire en sorte que, oui, c'est bien que ça résiste, mais en même temps, il faut que ça soit fluide. Sinon, il ne faut pas que ça devienne un obstacle, en fait. Et il faut qu'on continue, parce qu'en fait, c'est quand même un spectacle assez... j'ai envie de dire participatif, mais oui, quand même, l'idée, c'est quand même d'intégrer les spectateurs, les spectatrices dans cette question qui est quel rapport nous entretenons toutes et tous avec notre merde, en fait. C'est ça, le truc. Donc, c'est pas juste, on va vous dire, oui, vous savez, moi, c'est aussi, et vous, c'est comment? Donc, en fait, c'est de susciter
de cette question-là chez chacun des présents. Et pour ça, il faut que l'adresse soit assez fluide. Et ça, c'est pas toujours. Voilà, ça, c'était une difficulté, et c'est une difficulté qu'on a essayé de résoudre au plateau par un travail qui, quand même, un travail que moi j'ai découvert aussi, qui est vraiment le travail de la comédienne et du comédien, en fait. On peut pas faire l'économie à un moment de ça, c'est-à-dire d'entrer dans ces questions, c'est quoi l'intention, c'est quoi, voilà, toutes ces choses-là qu'on avait essayé de mettre de côté, en fait, elles réapparaissent dans le cadre du plateau. Hein. Merci. On va faire une petite pause et puis après, on va reprendre. Alors l'idée, bon, même si ça dure pas très longtemps, c'était qu'on parle un petit peu de et avec Catherine Dorion, une manière de préparer la performance de tout à l'heure. Peut-être vous nous commentez la photo parce qu'on attend depuis ce matin. On n'a pas parlé. J'ai coupé comme si c'était le mien. Je suis désolée. Voilà. J'ai coupé de moi. Peut-être on peut dire un mot si elle est... Parce qu'en fait, c'était très bizarre, là, les... Non, mais ça fait rien. Non, si, vas-y, je le remets. Non, mais c'était intéressant ce qu'il disait ce matin, Arnaud, sur la photographie, sur le côté... Je pense qu'il ne savait pas du tout que c'était lié au commun des mortels. Et donc... Et le fait que, même si ce qu'on voit est terrible, c'est triste, c'est quelqu'un qui est... Donc, je récapitule ce qu'il disait, mais il le disait beaucoup mieux. Sur le fait que, oui, en fait, là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est dans une situation difficile... qui est donc dehors, dont le pantalon est baissé. Et donc, même si c'est une image un peu négative d'une situation sociale dégradée, en fait, finalement, comme c'est une image, on finit par l'aimer et que c'est ça que produit la photographie. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez drôle parce que nous, si on a choisi cette photo, c'est parce qu'on la trouve drôle, en fait. C'est pas du tout parce que... Voilà. Pour nous, c'est une photo qui joue plutôt sur le décalage... de montrer ce qu'on ne montre pas, mais pas complètement puisque le visage est caché. D'habitude, on montre son visage et on cache ses fesses. Bon, là, on voit pas vraiment les fesses quand même, mais et là, on a fait le jeu inverse. Et c'était ça en fait c'est ça qui nous plaisait dans cette photographie. Donc, ce côté un peu décalé et humoristique, c'est drôle parce que en fait, et donc il faudra questionner Arnaud quand il reviendra. Arnaud n'y était pas en tout cas, il n'y était pas du tout sensible, en fait. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas ici une image humoristique. C'est là qu'on se dit que l'humour, c'est pas du tout une chose qui est facile à partager et que c'est clivant, en fait, aussi. Et que la question que pose l'humour, c'est justement cette histoire de comment on produit, pour reprendre le titre de cette journée, comment on produit de l'humour inclusif. Ça, c'est quand même une question de fond, hein. Et du coup, nous, on pensait que c'était relativement inclusif, mais finalement, ça n'allait pas tant que ça. Non, parce qu'il a vu les poubelles, la caravane, et pas du tout. Oui, il suffisait, c'est quand même des toilettes sèches. Il suffisait juste de lui ajouter ça, et peut-être que là, sur le moment... Oui, c'est des toilettes. Nous, on connaît le contexte de... Ouais. Je pense que c'est aussi ça, on connaît le contexte de la prise de cette photo. Ah. Ouais. Ah bon? Bah oui. Ah, tu vois pas que c'est des toilettes? Non, pas forcément, ouais. Tu vois, à gauche, c'est l'endroit où tu récupères la sciure, là. Et c'est vrai que c'est une caravane, donc on se dit je pense qu'il est l'heure de la pause. C'est quelqu'un qui vit dehors. Ah bah, tu vois. Juste, c'est une photo qui a été prise pour le spectacle ou que vous avez trouvée ailleurs? C'est une photo on peut pas dire. Là, vraiment, il y a un truc caché qu'on peut garder, mais on peut dire que c'est pas une photo qui a été prise pour le spectacle. Sauf que cette photo existait et quand on a commencé à travailler ensemble, on s'est dit ah ouais, c'est celle-là. C'est même l'un des premiers documents qu'on a eu qui a amorcé la recherche et aussi c'est pas du tout une photo qu'on a chopée sur internet et où on se dit la personne elle est c'est vraiment on connaît le contexte de prise. C'est nous qui l'avons faite cette photo. Voilà. Vous n'en saurez pas plus. C'est beau non pour tu vois. Non mais on va attendre. Bon ouais. Merci en tout cas beaucoup pour vous deux.